J'avais vraiment cette envie d'entreprendre, de créer, de réunir des gens autour d'un même projet. J'avais envie de créer quelque chose dans le e-commerce. Je trouvais ça assez fascinant. On a avancé aussi vite et aussi fortement parce qu'on est une start-up. Je pense que cette énergie qu'on distille et qu'on diffuse dans la boîte, le côté on a le droit de rater du moment qu'on fait, qu'on avance, et ce côté aussi travailler en petite équipe, hyper soudée et d'avancer en petits groupes. Chez nous, un projet qui s'étend sur 3 mois, c'est le max. Tout ça, c'est le propre et l'ADN de la start-up et je veux qu'on garde ce côté. Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Évidemment, c'est un rêve. Enfin, une marque aussi emblématique, aussi jolie que 3 Suisses, aussi patrimoniale. C'est une marque qui appartient à tous les Français. Enfin, je veux dire, tu parles à n'importe qui, quel que soit l'âge, tout le monde a un souvenir 3 Suisses. C'est extraordinaire. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Karine. Bonjour Frédéric. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Karine Schrenzel, la CEO de Shop Invest, une société qui regroupe plusieurs sites internet dans la mode, la cosmétique ou la déco, que tu diriges avec ton mari Olivier. Absolument. En 2018, vous avez repris Les 3 Suisses, une marque emblématique qui a accompagné notre enfance. Nous allons largement y revenir, Karine. Mais est-ce que je pourrais te demander de te présenter ? Écoute, j'ai commencé par un parcours un peu plus, on va dire, classique sur les rails, puisque j'ai fait une école de commerce et suite à cette école de commerce, j'ai travaillé chez McKinsey, qui est donc un gros cabinet de conseil américain, pendant quelques années. J'ai ensuite été dans un fonds d'investissement, un fonds anglais, dans lequel on a fait des deals à plusieurs milliards d'euros, puisque c'est un des gros fonds anglais. Et puis en fait, je me suis dit bon c'est bien. Maintenant, j'ai coché toutes les cases entre guillemets. Mes parents sont contents de moi, mais en fait, dans le fond, et je l'avais depuis le début, j'avais vraiment cette envie d'entreprendre, de créer. De faire émerger des projets et de réunir des gens autour d'un même projet que je puisse fédérer. Et donc très naturellement, après un très gros deal, je me suis dit en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire, et donc j'ai commencé à créer ma propre société. Et là c'était vraiment un saut dans le vide complet, parce que je suis partie vraiment seule, avec rien. Alors c'est peut-être féminin, mais justement au départ je voulais tout faire sans lever d'argent, parce que je voulais pas mettre à risque l'argent des autres. Donc j'ai mis mon bonus que j'avais eu de finance dans cette aventure entrepreneuriale, et au départ j'ai pas levé de fonds. Donc quand je te dis que j'ai tout fait au début, donc j'ai créé un premier site qui était un site qu'on a toujours, de cosmétiques pour hommes, qui s'appelle Men Corner. Et là je faisais tout, je faisais les colis, je les déposais à la poste, je faisais les newsletters, je bidouillais le code, enfin voilà. Tu bossais donc chez McKinsey et chez Steven, Oui. sur de l'acquisition, sur quoi c'était quoi ton boulot à l'époque ? Alors McKinsey, Qu'est-ce que tu as appris en fait ? Ouais. McKinsey, c'est vraiment du conseil en strat et c'est très varié. J'ai pu avoir des missions extrêmement variées, pas du tout spécialement sur de l'acquisition à cette époque-là, vraiment sur des sujets stratégiques, tant dans l'assurance que dans de la logistique, que dans du retail, enfin des sujets extrêmement variés. Et je pense que ce qui est fabuleux, c'est que c'est quand même si et voilà, j'ai eu envie de créer quelque chose, c'est que c'est une école, c'est la suite de l'école, j'ai envie de dire, mais c'est une école extraordinaire en termes de rigueur, de réflexion sur des sujets très variés, de formation vraiment globale sur comment réfléchir et comment vraiment appréhender l'ensemble des sujets, comment on ferme un carton et aller plus vite sur des process, à qu'est-ce qu'on fait stratégiquement de cette filiale, est-ce qu'il vaut mieux la merger, s'en séparer, etc. Donc il y a plein de... Voilà, c'est très très vaste, et j'ai eu beaucoup de sujets passionnants. Et donc, tu bossais sur des très gros deals, j'imagine. Alors, chez McKinsey, c'était pas forcément des deals, c'était, on pouvait accompagner le groupe La Poste ou le groupe LVMH ou
une groupe d'assurance sur des problématiques du quotidien stratégiques. Et après, je suis passée en fonds d'investissement. Et là, en fonds d'investissement, c'était effectivement des gros deals. Et là, c'était purement de l'acquisition. Quelle boîte on veut racheter, à quel prix et qu'est-ce qu'on voit comme développement pour cette société-là. Enfin, je pense que dans ce genre de boîte, tu dois bosser surtout la veille des closings. Tu dois travailler, à mon avis, jusqu'à pas d'heure. Tu as dû te dire, peut-être ça serait bien que ça soit un peu mon affaire à moi plutôt que de voir les autres le faire leur deal. Oui, alors je pense que oui, on bosse énormément, mais ça c'est pas quelque chose que quand on est entrepreneur, on bosse aussi énormément. Ouais. Donc c'était oui, je pense que en fait c'était bon. D'abord, je viens d'une famille d'entrepreneurs, peut-être que ça m'a donné cette fibre aussi. Hein, Ouais. mon grand-père était entrepreneur. Est-ce qu'ils font tes parents? Mon père, bon maintenant il se repose, mais mon père était entrepreneur dans la métallurgie et donc voilà, je viens quand même d'une famille d'entrepreneurs où j'avais toujours quelque chose où je m'étais toujours dit j'ai envie de créer ma propre entreprise. Et donc par ailleurs je trouvais et moi ce qui me fascinait le plus, j'avais beau rencontrer des grands patrons, c'était toujours ceux qui avaient créé de rien, fait émerger des projets et des vrais entrepreneurs qui prennent aussi des risques parce que c'est aussi beaucoup plus voilà, faut aimer le risque, faut aimer voilà, c'est autre chose. Et donc effectivement, je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Donc je pense que j'avais besoin au départ de me rassurer et de montrer que je pouvais d'abord faire mes preuves dans d'autres structures. Puis ensuite je me suis dit bon bah ça y est c'est fait. Maintenant j'ai envie de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, à savoir créer mon propre projet. 2007, tu crées donc Main Corner. Oui. Juste après, on va y revenir largement en parlant d'Olivier. Et tu étais déjà avec Olivier? Non, pas encore. J'ai créé au départ. Donc toute seule, hein, toute seule. Ah ouais, vraiment seule. Non, quand je dis que j'ai fait un saut dans le vide, d'ailleurs, tout le monde me disait mais t'es complètement dingue ou alors t'es hyper courageuse. Et moi, je dis toujours il fallait les deux. Il fallait être dingue et courageuse pour le faire parce que j'ai vraiment fait ça seule. Parce qu'en fait, tu te dis je gagne très bien ma vie et j'arrête tout, c'est ça en fait. Hein, donc pour me lancer quoi. C'était la belle époque de la finance en plus. Oui, je gagnais extrêmement bien ma vie et j'ai préféré faire ce saut dans le vide mais c'était pas un choix évidemment financier à cette époque-là. Au contraire, je me suis dit bon maintenant je vais pas me payer pendant 2 ans alors qu'à l'époque c'était vraiment une envie et le fait de s'écouter aussi et de se dire voilà ce que je prends des risques et je le fais puis on verra bien. Et donc j'étais vraiment seule. Et Olivier, on s'est mis ensemble peu de temps après, mais en tout cas les débuts, il n'était pas dans ma vie, il n'existait pas encore dans ma vie. Alors, il y a une légende, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Il semblerait que tu as créé Main Corner parce que lors d'un déjeuner, tu as entendu un homme parler de produits de beauté masculins qui étaient quasiment inexistants à l'époque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu confirmes la légende? Je confirme la légende avec un twist qui était quand même que j'avais envie de faire du e-commerce. C'est-à-dire que je me disais j'ai envie de faire du e-commerce, c'est un truc que j'adore. J'étais fascinée. Je me rappelle, moi j'ai grandi aux États-Unis et donc petite j'avais vu, j'avais vu les premières commandes sur Amazon à l'époque, le premier e-commerçant aux États-Unis, ça n'existait même pas en Europe, en France, etc. Et je m'étais dit, c'est quelque chose qui depuis le début, j'avais envie de créer quelque chose dans le e-commerce. Je trouvais ça assez fascinant. Et en déjeunant et en entendant ça, je me dis, il me dit, rien, on trouve rien. Quand on va sur Sephora, c'est l'enfer, etc. Chez Sephora, c'est l'enfer de l'odeur des parfums, etc. quand on rentre dans le magasin. Et je me dis, on n'est pas chez nous, hein, les garçons, on n'est pas chez nous, hein, chez Sephora. Mais c'est ça. Il me dit, cette odeur de parfum et ces femmes qui te sautent dessus pour te vendre un parfum, alors que voilà, c'est insupportable. Et donc, c'est effectivement suite à un déjeuner. Donc, ce déjeuner-là, je me suis dit, en fait, c'est une cible très cyberacheteuse, puisque les hommes étaient plus cyberacheteurs à l'époque aussi que les femmes, même si la cosmétique pour hommes va énormément se développer dans les années à venir, je me replace en 2007, pour autant, les hommes n'auront pas envie de flâner 4 heures dans un magasin pour choisir leur crème, c'est-à-dire que même s'ils se mettent à utiliser des crèmes, c'est pas l'occupation du samedi après-midi. Et donc, je me suis dit, en fait, le e-commerce est parfait pour ce secteur-là. Et donc, la conjonction des deux, je me suis dit, je vais créer un site spécifique pour hommes de cosmétiques. Voilà. Et donc là, je lance Main Corner.
là, à la différence des autres boîtes de Shopinvest, là, tu crées Main Corner, il n'y a rien au début. Il y a C'est-à-dire rien. que tu crées, c'est que l'idée. Tu déposes le nom de domaine, tu n'as pas de clientèle, tu n'as rien du tout. Alors là, qu'est-ce qui se passe donc? Parce que tu viens de ton fonds d'investissement, tu es attiré par l'e-commerce. Mais je n'y connais rien. Mais tu n'y connais rien. Il y a deux choses. Il y a évidemment la création du site, la technique, etc. Et puis il y a aussi le sourcer des produits parce que tu es pas du métier de l'esthétique à la base. Explique-moi ce début, comment tu sources tes premiers, tes fournisseurs, est-ce qu'ils te font confiance? Est-ce que je sais pas parce que là, quand tu vas sur Main Corner aujourd'hui, tu as quand même des super marques. Ah oui, Est-ce que c'était comme ça au début, aujourd'hui, etc. alors aujourd'hui, tu vois ça avec le recul et on a toutes les marques qu'on veut avoir aujourd'hui. À l'époque, c'est une histoire bien différente. Donc je débarque, effectivement, j'ai pas de compétences e-commerce particulières. J'ai juste une attirance et puis je connais rien au milieu de la cosmétique et voilà. Et je me lance quand même et donc je commence par créer un site, trouver des prestats pour m'aider à coder, etc., à créer le site. Et puis surtout en parallèle, je commence à aller voir les marques. Et j'avais été habituée à appeler des grosses structures en appelant voilà, bonjour Karine Schrenzel de chez McKinsey ou de chez Cinven. Et globalement, on était quand même très bien reçus dans ces cas-là parce que c'est deux grands noms. Et voilà. Mais là, quand j'appelle et que je dis Karine Schrenzel de rien du tout, de Main Corner que personne ne connaissait, faut prendre l'habitude de se prendre quelques portes dans la figure et être très persévérant. Ce que je dis toujours quand les gens me disent est-ce que je me lance, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer? Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment avoir le côté persévérant parce que pour moi, c'est la qualité première de tout entrepreneur. Hein. Sinon, c'est impossible. Et donc, au départ, tout le monde me dit non, hein, grosso modo. J'arrive à avoir quelques marques niches qui sont à peu près au même stade d'avancement que moi, c'est-à-dire au tout démarrage. Et voilà. Et donc, je lance avec 8 marques à l'époque, toutes avaient à peu près 1 an d'existence tout au plus, et qui se disent, bon, je vais lui faire confiance. En plus, elle a l'air jeune, c'est une femme entrepreneur. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, j'avais 26, 27 ans, femme entrepreneur. Voilà, c'était, et puis il y en a quand même, heureusement, quelques-uns, qui m'ont fait confiance. Et donc, j'ai lancé. Avec ces quelques marques. Et puis j'ai continué à démarcher jour après jour toutes les grandes marques que j'ai aujourd'hui, Clarins, Biotherm, Shiseido, etc. À les démarcher chaque jour, j'ai dû me prendre au moins 10 portes et puis je revenais. Et comme il me disait, il y en a même un jour qui me dit mais vous revenez tout le temps par la fenêtre, c'est pas possible. Et donc tu leur proposais quoi? Tu leur dis je vous achète. En fait, tu faisais quoi? De la marketplace ou tu faisais? Non, à l'époque, en plus, surtout dans la cosmétique, déjà, c'était impossible de les avoir, même ne serait-ce que de les référencer. Mais alors, si je leur avais demandé en plus sans les payer et en marketplace, je pense que là, je n'y serais pas arrivée. Non, je leur dis, je veux vous acheter des produits. Mais là, ils vous disent... oui, alors Clarins te dit oui, mais est-ce que vous avez Biotherm? Et Biotherm vous répond mais est-ce que vous avez Clarins? Donc forcément, c'est un petit peu le cercle vicieux où ils vous disent au bout d'un moment et après 10 conversations, ils vous disent bon, enfin en tout cas quand vous aurez le bon univers de marque, je veux bien venir. Sauf que le bon univers de marque, il faut bien commencer par il faut bien qu'il y en ait un au départ, quoi. Et puis il y avait toute la problématique de la distribution sélective aussi. Donc on ouvre une boutique, enfin tout un tas de choses. Mais après 3 ans de démarrage, voilà, de galère, on peut le dire. En fait, j'ai réussi à référencer. Le premier était Clarins et du coup, ensuite, les autres ont suivi. Et ça s'est fait après assez rapidement. Mais Karine, ce que tu veux dire, c'est que tu vas voir Clarins, par exemple. Ah oui, je suis allée tu leur dis je paye et ils veulent pas. C'est ça? Ah bah non, oui, exactement. Ouais. Et j'y vais sur place, je vais sur place, faut avoir beaucoup de je sais pas si on a le droit de dire ça, mais il faut avoir des coronets, c'est-à-dire que je vais au siège de Clarins et j'attends pour avoir le bon mec que je veux voir parce qu'il me répond pas et que je veux absolument lui parler, quoi. Donc, Tu rentres tes 8 marques. Ouais. Mais création pure, donc tu n'as pas de clients. Tu te souviens donc comment ça se passe? Tu fais quoi comme stratégie? Quelle est ta première stratégie? Tu vas où maintenant? Une fois que tu as ton site et tes marques.
La première chose, évidemment, on se dit, on sait jamais. Je prends tout le plus large carnet d'adresses que je puisse avoir et j'envoie un grand mail en disant j'ai lancé, etc. Ça, je me rappelle, c'était le jour 1. J'ai lancé, venez voir nos belles marques, etc. Et puis, deuxième chose, évidemment, je commence à me lancer dans ma culture personnelle sur l'achat de mots-clés, sur le référencement naturel, enfin sur tous les moyens de communication dont le web dispose aujourd'hui, qui me passionnent et qui continuent à me passionner aujourd'hui, mais qui déjà en 2007 me passionnaient. Et je commence à vraiment tout faire moi, les campagnes Google Ads, le référencement naturel, l'affiliation, les comparateurs de prix. À l'époque, il y avait encore beaucoup de comparateurs de prix. Voilà. Et donc, je me lance vraiment dans tout ça. Et ça me fascine, et ça me fascine encore aujourd'hui. Je pense que c'est des métiers que je trouve extraordinaires de par leur richesse à la fois d'analyse, de data, je trouve que de créativité, il y a un mélange de tout, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le e-commerce personnellement, et surtout de voir des résultats hyper rapides, parce que je suis une grande impatiente, il faut être honnête, et c'est pas fait pour moi les projets trop longs où on voit le résultat 2-3 ans après. Ça dépend, parce que le SEO, c'est pas forcément rapide. Non, le SEO est moins rapide, mais c'est tellement intéressant que c'est pas grave. C'est moyen terme, je suis d'accord, c'est moyen terme. Mais financièrement, finalement, de l'extérieur, attention, j'ai pas l'impression que ça ait coûté grand-chose, que tu as le dev du site. Bon, c'était un gros investissement pour créer Main Corner? Non, pas énorme, puisque la preuve, c'est ce que je te disais, je l'ai fait toute seule avec mes propres deniers et mon petit bonus. Donc, j'avais pas de toute façon les moyens. J'aurais pu, en réalité, il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui dépensent directement avec une grosse agence le site web, qui prennent un logisticien, qui s'embêtent pas à faire les news et qui prennent Voilà, moi, je faisais un peu tout moi-même. Donc, effectivement, ça coûtait pas très cher parce que j'ai tout fait moi-même et que je voulais pas, dès le départ, lever des fonds sur une idée. Mais non, du coup, j'y mets que mon argent personnel, entre guillemets, et donc je fais avec les moyens du bord. Mais je mets de l'argent aussi dans la mobilisation du stock, parce qu'il faut quand même acheter ce stock. Et donc ça aussi, ça a un coût quand même de départ, en tout cas, parce qu'avant de pouvoir le vendre, il faut l'acheter. Tu avais beaucoup de références ? Non, pas énorme. Je devais avoir 200 références ou un peu plus, 300 références. C'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent en stock, quoi. Voilà. Entre le moment où tu le lances et le moment où tu fais ta première vente, il s'est passé combien de temps ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir quelques copains / famille qui ont commandé le jour de l'ouverture parce qu'ils voulaient me faire plaisir. Mais c'est surtout, je me rappelle encore les journées à 50 €, 100 € de chiffre d'affaires, quoi. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi, et je pense qu'il a déterminé la suite aussi, de notre projet, c'était l'époque, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était l'époque où, moins t'étais rentable, mieux c'était. Plus tu perdais d'argent, plus on te félicitait et on t'applaudissait des deux mains. J'exagère à peine. Et où fallait juste faire de la croissance. Et franchement, je trouve pas que c'est changé beaucoup, hein. Parce que quand même. Quand tu vois les levées de fonds aujourd'hui, le cash qui brûle, tu te dis à un moment, oui, ça n'a pas énormément changé. Enfin, c'est les levées de fonds qui ont énormément augmenté, par contre. Donc, voilà. On tombe de plus haut. Mais quand même, aujourd'hui, ceux qui perdent de l'argent, aujourd'hui, quand même, il y a un retour à une réalité de rentabilité, quand même. Mais les levées de fonds sont énormes. Mais à l'époque, vraiment, parler de rentabilité, c'était un gros mot. Enfin, sincèrement, dans le e-commerce, il fallait juste faire de la croissance. Et moi, je me rappellerai toujours, je sais plus, une fois, j'avais dû faire 500 € dans une journée. C'était extraordinaire. C'était le début, j'étais hyper contente, hyper fière. Et j'arrive et je dis à mon père, donc je dis, papa, aujourd'hui, j'ai fait 500 €, c'est canon. Et il me dit, ok, mais il te reste combien ? Et je m'étais pas posé la question, vraiment. Et c'est vrai que je raconte toujours ça avec beaucoup parce que ça, je pense que ça a marqué ensuite le reste, où je me suis dit, en fait, il y a plein de e-commerçants qui se lancent, puisque c'était la période, ils perdent tous une tonne, mais nous, on va être un e-commerce, on va créer un e-commerce rentable. Parce que quand même, si tu regardes sur le long terme, soit tu as de la chance et tu te fais racheter avant, même si tu perds une tonne avant tu te fais racheter avant de faire faillite, soit tu fais faillite,
soit tu es tout le temps dépendant dans une espèce d'engrenage de levée de fonds permanent, et puis à un moment où ça s'arrête et le fonds te dit non, et là tu te retrouves dans des situations extrêmement compliquées. Et donc cette petite phrase et cette petite anecdote m'a fait toujours réfléchir et garder ça en tête, parce que c'est vrai qu'il m'a dit, te reste combien? Je me posais même pas la question sur 500 €, combien il restait à la fin de la journée. J'avais pas, voilà. Et donc, à partir de là, j'ai continué à croître, mais toujours en réflexion de rentabilité. Je pense que de toute façon, ton parcours chez McKinsey et chez Steven, ça t'a quand même aidé, parce qu'aujourd'hui, Bien quand tu sûr. montais des projets, il fallait derrière que tu puisses les financer, qu'ils soient rentables. Tu apprends à faire un business plan, à vraiment être Et oui. structuré sur tout ce qui est finance, voir ce que tu génères, etc. Donc oui, ça, c'est une école formidable. Quand tu dis à tes parents, je vais quitter mon job du fonds d'investissement pour monter un truc, ils te soutiennent à fond? Pas du tout. Ils m'hurlent dessus. Ah ouais? Ils me disent t'es complètement folle. Même mon père qui était entrepreneur, il me dit t'es complètement folle avec le poste que t'as aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Non, ils étaient absolument contre. Maintenant, ils sont très fiers, mais à l'époque, ils étaient absolument contre. Puis on rappelle aussi, 2006, il y avait quand même déjà vente privée VP. Oui. Zalando n'avait pas commencé encore. Je crois que c'est 2008, il me semble. Amazon non plus, puisqu'ils étaient, enfin en France je parle. Enfin, en France, voilà, c'est ça. Ouais, 2006-2007, il me semble. Par contre, j'avais quand même déjà Cdiscount, rue du Commerce, il y avait un peu tout ça, quoi. Oui, il y en avait quand même pas mal qui se créent, mais voilà. Tu te souviens de cette période-là? Donc c'est quoi? Aujourd'hui, c'était une super période. C'est des souvenirs incroyables. Parce que tu me disais au début, j'emballe. Alors, donc tu fais tes premières ventes, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà un logisticien, tu vas à la poste, comment ça marche, quoi? Alors non, vraiment, quand je te dis que j'avais les cosmétiques sur une étagère au-dessus de mon bureau, je faisais moi-même les colis. Ouais. C'est vraiment comme un peu l'histoire du garage. Alors c'était pas un garage, c'était une chambre, mais enfin voilà. Et je me rappelle toujours, j'avais un énorme sac bleu et j'amenais moi-même les colis à la poste. Donc tu vois, c'est assez. Je me rappelle même me dire tiens, lui, il est vraiment. Je livrais un client qui était juste à côté. Je me suis dit ça sert à rien de l'amener à la poste, je vais le livrer moi-même. Et je l'ai posé devant sa porte. Donc pour te dire, j'ai vraiment tout fait. Et on faisait vraiment les colis, on faisait tout. Après, j'ai eu une stagiaire qui m'a aidée. Après, j'ai eu une première. Enfin voilà, ça a été vraiment l'histoire dans le garage où je faisais tout et le business tenait dans une pièce, quoi. Et tu as commencé à voir les fruits de l'évolution quand à peu près? Donc 2011, vous allez créer Shop Invest, on va y revenir en 3 minutes. Mais à peu près quand c'est que ça commence un peu à décoller? Si ça a décollé. Oui, Ouais. oui, en fait, je me retrouve pour être tout à fait, je me retrouve en 2009 où ça commence à croître un petit peu, 2010 ça continue, mais je me rends compte surtout que, en fait, je devais faire à peu près fin 2010 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Men Corner en partant de zéro. Ah oui. Voilà. Pas mal. Donc c'était déjà pas mal, mais je me rends compte quand même que, en fait, la cosmétique pour hommes, sur laquelle on avait prévu à l'époque, on parlait de croissance 150% par an, 200% par an, ça devait être la folie. Finalement, on fait toujours à peine que 10% du chiffre d'affaires de la cosmétique et croît plutôt à un rythme de 7-8% que de 150-200. Donc une fois que tu fais les maths, tu te dis si ça continue à croître, voire la croissance est en train de se ralentir, donc tu te retrouves à une croissance à 3-4%, là où tu en attendais 200%, je me dis écoute, c'est super, sauf que même si je fais du bon boulot sur un tout petit marché qui croît doucement, à un moment t'es quand même capé, t'es limité. Et donc à ce moment-là, je me pose vraiment. Donc là, tout ça, j'étais encore seule. Olivier m'avait pas rejoint et je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire parce que j'essaie de réfléchir quand même toujours à l'après. Et je me dis c'est super, mais je vais quand même à un moment être super capée. Donc même si je crois 3, 4, 5%, même si je surperforme le marché, je crois de aller 30%. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Et donc, je me dis, en fait, soit je me développe sur une verticale qui est l'homme et je fais plein d'autres choses sur l'homme, mais pas forcément même qu'en e-commerce. Enfin, faut réfléchir. Soit je me développe sur le e-commerce. Et là, on parle avec Olivier, qui était à ce moment-là déjà mon mari, entre-temps. Et il est bossé chez McKinsey. Lui, il avait bossé chez McKinsey et il a après ensuite bossé dans un autre fonds d'investissement que le mien qui s'appelle ICG.
Et voilà. Et donc, lui était encore chez ICG tranquillement en fond. Ce que je veux dire, c'est que donc 2011, vous allez créer la Shop Invest ensemble, Ouais. mais 2 millions d'euros sur un site parti de rien, c'était déjà rentable, mais c'était pas Ouais. suffisant, quoi. Voilà, exactement. Tu C'était aurais pu rentable, t'arrêter je là, quoi. Tu perdais aurais pas pu t'arrêter d'argent. là. Oui, Hmm. j'aurais pu m'arrêter là. Bon, je crois que d'abord j'aime le projet, j'aime l'excitation, j'aime la nouveauté, j'aime être challengée tous les jours. Hmm. Et puis je me disais j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire un business qui s'arrête. Alors peut-être on fera 2,5 millions, 3 millions, etc. Mais voilà, j'avais envie de faire un beau business, plus gros que ça. Et en fait, en parlant, on se dit, mais le e-commerce donc l'un et l'autre, on avait fait beaucoup d'acquisitions dans les fonds. Et l'un et l'autre, on se dit, mais en fait, le e-commerce se prête très bien au build-up, à la croissance externe, au fait de racheter des boîtes, de finalement mutualiser tout, parce qu'à peu près tout est mutualisable dans le e-commerce, sauf les achats qui peuvent être propres au secteur. Mais si tu regardes, en fait, tu as 3 grands piliers et qui sont mutualisables. C'est la technique, c'est les opérations. Donc, dans opérations, je mets logistique, service client. Et puis, c'est les compétences e-marketing. Et ça, honnêtement, elles sont les mêmes, quel que soit finalement le produit vendu. Et donc, on se dit, mais en fait, on pourrait très bien avoir un socle commun, une espèce de structure qui vienne irriguer ensuite l'ensemble de nos sites, et donc racheter des sites, les intégrer, garder une structure commune, et puis avoir des achats et des spécificités sur chaque site en fonction de l'offre produit, Mais mais voilà. pour faire 2 millions de chiffre d'affaires, vous êtes combien de salariés déjà? On est très À peu. peu On près? est, à l'époque, on devait être 1, 2, 3, 3 ou 4. Mais les produits sont stockés chez un logisticien? Il n'y a Non, plus de toujours stock, enfin, pas. c'est Toujours pas. J'avais une toujours pas. personne non, à cette époque-là, toujours pas. Je l'ai fait justement à la création de Shop Invest en même temps. C'est ce qui est génial. Alors, on va rappeler ce que c'est le build-up. En fait, le build-up, c'est une stratégie qui permet de racheter des sociétés dans le secteur qui sont souvent concurrentes afin d'y avoir des synergies. Alors, ce que vous avez fait chez Shop Invest, après tu vas le développer. Donc, Shop Invest, c'est à peu près une dizaine de sites internet. Ouais. On va parler largement des 3 Suisses après, mais c'est quelque chose de différent parce que c'est un peu différent les 3 Suisses puisque c'est pas le même Oui. site internet. Vous avez créé donc des verticales dans la déco, dans la femme, dans le bijou, il Le me semble. bijou, oui. Oui, absolument. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est super génial, mais moi qui suis également dans l'e-commerce, c'est ce qui serait compliqué. C'est que si tu vas par exemple sur les 10 sites internet, c'est les mêmes structures quasiment. Donc c'est là que vous avez tout mutualisé. Mais tu aurais pu peut-être monter un site internet, rajouter des services, c'est-à-dire rajouter des produits. Tu aurais pu avoir un nom plus générique que Main Corner forcément, mais rajouter la mode, la déco, etc. Vous avez préféré monter 10 sites en silo directement. Ouais, en fait, on s'est dit aujourd'hui, il y a une grande place aux spécialistes, finalement, aux gens qui proposent quelque chose avec une ligne éditoriale, plutôt que le généraliste. Parce que quand on s'est posé à l'époque et qu'on a réfléchi, on s'est dit, mais en fait, le généraliste, alors pourtant c'était encore tôt, on n'y était pas encore. Le généraliste, est-ce que finalement, il n'est pas déjà là Et en réalité, en France, c'était pas encore l'explosion telle que c'est aujourd'hui d'Amazon ou d'Alibaba, mais on s'est dit vite, en fait, est-ce que tu peux tenter de concurrencer ces boîtes-là et être un généraliste qui vend de tout? Est-ce qu'au contraire, le fait de proposer une ligne éditoriale, des choix produits, et c'est ce que j'avais eu, c'était le succès aussi quand même de Main Corner dans son domaine, c'est qu'il y avait du conseil, il y avait du conseil en cosmétique pour hommes, il y avait un choix de produits, c'était pas je référence tout à tout va. C'était un environnement qui faisait son écrin, qui faisait que les marques aussi avaient finalement accepté de travailler avec nous. Et en fait, on s'est dit, mais non, c'est ce qui fait aujourd'hui notre ADN, notre spécificité. C'était aussi parfois des marques exclusives, parce qu'après, j'ai pas raconté cette période-là de ma vie, mais j'ai aussi, une fois que j'ai réussi à avoir les marques, j'ai beaucoup travaillé en attendant, parce qu'évidemment, je me suis pas reposée sur mes lauriers, en attendant d'avoir les grandes marques. J'ai beaucoup voyagé pour aller ramener des marques en exclusivité d'Australie, des États-Unis, du Japon, etc., en cosmétique. Et donc, j'ai signé beaucoup d'exclusivités. C'est ce qui a permis de monter le chiffre d'affaires aussi, avec des marques vraiment super et innovantes. Et je me suis dit, en fait, c'est ça notre ADN, c'est ça notre force, c'est notre proposition de valeur. Et donc, plutôt que
de tout mettre sur un site, on va continuer à avoir d'autres sites comme ça en parallèle qui vraiment proposent une ligne éditoriale, une vraie proposition de valeur sur un secteur en particulier. Alors, je vais citer ton père qui dit à un moment, ou tes parents qui disent « t'es folle, tu quittes tout pour ça ». Donc, tu vas faire un fou, c'est-à-dire Olivier, et qui va tout quitter également pour ça, c'est ça? Ouais, alors là c'est le summum. C'est le summum. Donc voilà. Effectivement, et puis en fait, il était un peu comme moi. Il me disait bon dans le fond, c'est bien, je gagnais très bien sa vie évidemment, mais il me dit mais qu'est-ce que tu t'amuses plus que moi? Et je lui ai dit écoute, il avait envie de s'amuser aussi, et il me dit t'as l'air tellement plus passionné, tellement plus voilà. Et donc là-dessus, on s'est dit tentons tous les deux, et puis si un jour ça marche pas, on retrouvera toujours du travail. Donc il lâche tout aussi, et puis en même temps, en plus, on fait un bébé, donc tu vois, pour te dire à quel point on est fou. La première, la plus grande, là, qui est maintenant, et en 2011, et on lance Shop Invest. Donc toi, tu as 26 plus, tu as quoi? Tu as 30 ans à peu près? En 2011, oui, un petit peu plus, ouais. Et donc, vous avez cette stratégie de build-up directement, donc c'est le préceptat de base. Ouais. Olivier te rejoint, et vous allez direct sur Bijourama. Exactement. En fait, donc en 2011, donc tout se fait un peu en même temps. On lève des fonds, mais en même temps, on cherche les dossiers. C'est-à-dire, on se dit, on va lever des fonds, et il faut qu'on ait aussi des dossiers à présenter. Donc, on commence à regarder, à screener un peu le marché, à voir qui est-ce qu'on pourrait racheter, à prendre des contacts avec des petites banques d'affaires, etc. En même temps, on se dit, il faut qu'on, là, pour le coup, pour racheter des boîtes, il faut quand même lever des fonds, parce qu'il faut bien payer ces boîtes. Et donc, on se dit, on va initier les deux en même temps, et puis on verra comment ça avance. Et parce que là, il est hors de question il est hors de question de refaire ce que vous avez fait avec Man Corner, c'est-à-dire de refaire depuis le début. Là c'est fini. Non, là, on se dit, vous êtes mûr pour acheter, quoi. Voilà, si on se dit qu'on rachète, il faut quand même un peu de fonds, etc. Et donc, à ce moment-là, là, coup de chance, entre guillemets, il en faut quand même aussi. Il faut de la persévérance, et puis on lève des fonds très rapidement. On pensait pas aller aussi vite. Et en même temps, Bijourama se décante, et c'est plutôt une opportunité qui nous semble tout à fait en ligne avec notre stratégie. Vous levez des fonds sans acheter Bijourama encore, uniquement en fait, les deux sur le projet de build-up. Voilà, mais il y a quand même Bijourama qui avance en parallèle, et ils savent qu'il y a quand même déjà une première cible, non seulement identifiée, mais en avancement sur les négos. Et donc en septembre 2011, on lève les fonds. En octobre 2011, on rachète Bijourama. Combien les levées de fonds? 1,2 million. Ouais, d'accord. Et Bijourama, c'était quoi les métriques? Qu'est-ce que vous aviez? Alors, c'était quoi comme... Pour l'époque, on trouvait ça très bien, mais c'était un petit site. C'était un site qui faisait à peu près 900 000 euros, 950 000 euros, et qui était flat depuis quelques années, puisque le fondateur n'arrivait pas. Et c'est ce qu'on a vu après aussi. On a retrouvé beaucoup de sites où, en fait, ils arrivaient à un plafond de verre, où pour continuer à progresser, il fallait mettre en place beaucoup plus de process et de choses qui... était parfois une nouvelle étape dont les fondateurs n'étaient pas forcément prêts fallait être peut-être plus structuré, et donc ils arrivaient à 950 000 depuis plusieurs années. Ils avaient été très précurseurs. Bijourama, ça avait été lancé en 2001. C'était un des premiers, c'était incroyable, ou 2000 même. C'était très très tôt, fin 2000, début 2001. Et donc c'était très très tôt. Mais voilà. Et donc on rachète. Pour nous, c'était déjà très bien. On trouvait ça super. Ça se paye quoi un site de 900 000? C'est ça dépend de plein de paramètres. Ça je peux pas tellement, mais ça dépend de pas mal de paramètres, de la rentabilité, de la croissance. Mais en l'occurrence, c'était un site rentable, mais qui avait du mal à croître. Et là, tu dois quasiment au niveau des produits, donc tu vas forcément t'appuyer sur le sourcing, c'est-à-dire sur les fournisseurs. Tu conserves le personnel, parce que c'est encore un autre métier, quoi. Ouais. C'est complètement un autre métier, quoi. C'est un autre métier. Qu'est-ce que tu changes donc? Surtout, on découvre le fait de faire une migration technique, c'est-à-dire qu'on avait mis tout ça sur un papier. Nous, on s'était toujours dit, parce qu'il y avait quand même, on s'était dit, le seul moyen que ça marche, c'est de ne pas faire cohabiter des milliers de systèmes techniques les uns à côté des autres. Parce que tu perds tes synergies, tu perds le côté build-up intelligent, entre guillemets, de synergie. Et donc, on découvre ce qu'on a mis sur des slides, de le faire en vrai. Donc, sincèrement, aujourd'hui, c'est vraiment notre savoir-faire. Je dirais qu'aujourd'hui, notre savoir-faire, il est double. Il est le e-commerce, mais ça, il y en a d'autres.
il est peut-être triple, on va dire. Il y a le e-commerce, ça, il y en a beaucoup. Du e-commerce rentable, il y en a déjà beaucoup moins. Et puis, troisièmement, et ça, il y en a très peu, c'est de vraiment savoir acheter, migrer et donc intégrer du e-commerce. Et ça, c'est encore un autre savoir. Donc, bon, Bijourama, on a essuyé les plâtres, hein, on a fait quelques conneries, hein, il faut être honnête. La migration technique a été un peu rock'n'roll. On s'est probablement raté sur quelques sujets SEO. Mais à l'époque, tu rattrapais vite et puis il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, ça a été, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, voilà, on a un peu essuyé quelques plâtres, mais ça fait partie de l'apprentissage. Main Corner, qui a la structure de site qu'on connaît, enfin qui était connue à l'époque, elles ont peut-être changé, et tu rachètes Bijourama et directement tu le migres sur le modèle de site, voilà. Donc autrement dit, les redirections 301, enfin c'est un boulot de fou, quoi. C'est un boulot de dingue dont on se rendait pas encore compte. Combien de produits à peu près? Combien de produits? Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on a quasiment 20 000 produits sur Bijourama, donc c'est énorme. 20 000 refs. À l'époque, il devait y en avoir quand même un peu moins, mais enfin, c'était déjà un gros catalogue parce que dans les montres et bijoux, souvent, on a des produits très similaires, mais le cadran est un peu différent, le bracelet est différent, etc. Donc, il y avait quand même déjà des dizaines de milliers de références, donc c'était énorme. Et ça, c'est ce qu'on aimait aussi, c'est que souvent, on rachetait, et c'est ce qu'on a après fait, on rachetait un savoir-faire sur le sourcing. Parce qu'en fait, on s'est dit, nous, les 3 autres briques, ça va être notre savoir-faire, ça va être notre socle, on se doit d'être excellent justement sur les 3 piliers que sont l'IT, les opérations et le e-marketing. Et puis, on va essayer d'amener sur chaque secteur un savoir-faire, un sourcing qui est excellent dans la cible. Et donc, effectivement, Bijourama avait un peu toutes les marques qu'on souhaitait avoir en bijoux et montres. Bon, on a quand même complété par la suite depuis, mais en tout cas, il y avait déjà une très belle base de jolies marques et de jolis sourcing. Et donc ça, on l'a évidemment conservé. Puis là, on s'est attelé à la migration technique. Donc c'est ce que tu dis, on prend la base de données, on la réintègre complètement dans notre système, mais avec des gros impacts SEO, avec des gros impacts global de fonctionnement du site, de fonctionnalités, de plein de choses. Donc c'est là qu'on découvre un peu ça. On va le voir, mais à mon avis, le plus compliqué, c'est le deuxième. Après les 3e, 4e, 5e, ça y est, vous êtes rodés. Ouais. Le premier était le déjà premier, c'est bien. C'est rock'n'roll. Le premier, c'est le premier. Le premier, tu n'as pas de problème de SEO, si ce n'est de sortir, de redirection, si ce n'est de sortir dans les moteurs. Mais là, tu dois garder tu veux dire le deuxième, le premier, oui, Bijourama, en effet, le premier achat ou le deuxième site, en effet. Oui, c'est ça, oui. On est d'accord. Oui, c'est le plus dur. C'est là où on voit aussi que il y a en fait, que justement, si on veut avoir ce vrai savoir-faire et ajouter ce savoir-faire à notre arc, c'est-à-dire le fait de faire de l'acquisition et de l'intégration de e-commerce, il faut avoir des process hyper carrés, une structure qu'après, effectivement, on a redupliqué à la suite sur les rachats et on a continué à s'améliorer sur les 2, 3, 4 premiers. Mais effectivement, sur Bijourama, ça a été un vrai enjeu. Moi, je me rappelle, là, pour le coup, les nuits entières à travailler dessus, nuit et jour, pour essayer de migrer le site, ça a été très épique. Et là, c'était bien de travailler avec son mari parce que du coup, comme on travaillait nuit et jour, au moins, les deux, on était au même rythme. Il était sur Paris? Non, il était en général, les sites que vous reprenez, oui. Ouais, alors ça dépend, c'est très variable puisque ça dépend de où ils se sont créés. Là, en l'occurrence, ils étaient pas sur Paris et du coup, forcément, comme tu peux t'en douter, alors c'était pas un gros site, il y avait pas beaucoup de monde, mais du coup, ça impacte évidemment le suivi. Donc, on avait une personne qui continuait à travailler à distance. Tu vois, on était très en avance sur la mode actuelle du télétravail. Mais je rappelle qu'on est en fin de confinement pour ceux qui on est à distance là. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que forcément, il y avait un certain nombre de personnes qui ont pas suivi tout simplement de par la distance. Et donc là, c'est comme sur Main Corner, c'est-à-dire que vous stockez les produits. Ouais, on achète, on stocke et on revend. Et puis, à partir de là, mais c'est beaucoup plus tard, sur Bijourama, on a commencé à développer après, beaucoup plus tard, du confier, du dropshipping, enfin le fait de ne pas forcément avoir tout le catalogue en stock dans notre logistique. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Donc, effectivement, à l'époque, on achète et on stocke. Alors, vous continuez les acquisitions au fur et à mesure. J'en ai 2 qui m'ont interpellé. Alors d'abord,
tu dis au tout début, Men Corner, c'était pas le marché de l'homme, c'est pas c'est pas une croissance qui est extraordinaire. Par contre, vous réitérez avec Comptoir de l'homme. Ouais, un peu Et là, plus tard. pourquoi ne pas encore une fois fusionner avec Men Corner? Pourquoi avoir un site différent? Ben, donc pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est que Comptoir de l'Homme était un site qui s'est lancé vraiment en même temps, à une semaine près, vraiment, que Men Corner. On était les deux seuls sur le Ouais. marché et pendant des années, et encore aujourd'hui, hein, c'est les deux leaders sur la cosmétique pour hommes, de très loin. Et on se suivait l'un l'autre, on, on se développait l'un à côté de l'autre. Chacun disait que l'autre pensait que on savait pas exactement les chiffres de l'autre. Enfin, c'était marrant, quoi. Et moi, j'avais tenté de les rencontrer d'ailleurs parce que à l'américaine, pour moi, il faut toujours parler au contraire à ses concurrents, se rencontrer, puis c'est toujours intéressant. Eux n'avaient pas souhaité me rencontrer. Et puis un jour, ils se disent qu'ils ont besoin de vendre parce que eux faisaient à peu près la même taille que Men Corner. Je l'ai su après. Ils étaient un tout petit peu plus petits, mais perdaient énormément d'argent. Ils n'étaient pas dans la logique de rentabilité que j'avais développée moi. Et donc, au bout d'un moment, comme ce que je disais, c'est que souvent, au bout d'un moment, le fonds ou la personne qui finance commence à dire, bon, bah, ça y est, ça suffit, on a perdu assez, il faut devenir rentable. Sauf qu'une boîte qui a toujours perdu de l'argent ne sait pas devenir rentable du jour au lendemain parce que c'est un mindset, parce que c'est des organisations, parce que c'est des façons de travailler, et que c'est très dur à changer. Et donc, quand on te dit du jour au lendemain, tiens, maintenant, tu vas arrêter tout ce que tu as fait et tu vas devenir rentable, ça tient de l'impossible ou quasi impossible. Et donc, bah, ils se sont mis en vente. Et même si au départ, je pense que voilà, ils sont vite dit, bah en fait, il faut quand même qu'on aille voir Men Corner. Et donc, ils sont venus nous voir et on les a rachetés. Alors, pourquoi ne pas fusionner? Puisque c'était aussi ta question. En fait, pour le coup, j'ai rien inventé. Hein. Si tu regardes, c'était deux sites qui avaient un bon référencement naturel, deux sites qui avaient une vraie notoriété et sur ce segment-là, et deux sites qui avaient une vraie crédibilité, une vraie offre. Parfois un peu différenciés sur certains produits. Enfin, même souvent différenciés. Comptoir de l'Homme était beaucoup plus fort en parfum et Men Corner beaucoup plus fort sur la cosmétique, le soin et la maroquinerie, puisqu'on avait développé un peu de maroquinerie. Et en fait, j'ai rien inventé. J'ai regardé un L'Oréal qui, sur un supermarché, prend à peu près 90% du rayon avec 90 marques différentes. Si tu vas dans n'importe quel grand supermarché, tu vois 90 marques, mais Oui. franchement, elles appartiennent toutes à L'Oréal. Euh, ou à peu près. Et je me suis dit, en fait, ils prennent de la place. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut qu'on fasse pareil. Si on merge, on va plus prendre de la place en sortant en référencement naturel, en prenant les 5 premiers liens. On va perdre tout ça. Et je me suis dit, bah, ça me paraît logique quand on a deux sites assez forts comme cela, de les garder tous les deux. On va voir si ça marche. Et en fait, là, pour le coup, j'ai regardé un de mes gros fournisseurs et je l'ai copié, mais en le mettant sur le web et en le transposant sur la partie web. Et je me suis dit, mais en fait, ça a été très bénéfique et ça a bien marché. Dans les comptoirs de l'Homme qui perdaient de l'argent, donc depuis le début, hein, donc depuis 8 ans, au moment où on l'a racheté, on l'a rendu rentable en 4 mois. Surtout que deux sites internet, c'est pas 2 fois plus de travail. Non. Alors c'est sûr que en termes de référencement, tu peux te poser la question sur le SEA par exemple, de dire bon, ben il faut quand même que j'investisse. Mais bon, c'est quand même vous êtes quand même les deux leaders, c'est quand même pas pareil, quoi. Si vous Voilà. êtes les deux leaders, c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir un leader et un qui est au bas de l'échelle, quoi. Voilà, exactement. Et là, vraiment, c'était deux sites de taille quasi équivalente, deux leaders sur leur secteur, etc. Donc, voilà. Deuxième question que j'avais à te poser. Donc, quand on déroule la totalité de vos investissements avec Olivier, vous avez de la déco du meuble. Alors, Ouais. envoyer un produit cosmétique ou un bijou, c'est une autre logistique que d'envoyer un canapé à 80 ou 100 kilos, quoi. Ouais, alors ça, on a essuyé les plâtres aussi. Ça, c'était l'acquisition, la première dans le meuble, c'était Déclic Déco. Et là, pour le coup, effectivement, on s'est dit, tiens, ça va nous sortir un peu de ce qu'on avait dit initialement, où on pouvait vraiment mutualiser la logistique. Parce qu'en effet, franchement, entre de la montre, de la cosmétique ou même de la lingerie, après, ça reste des tout petits colis, c'est la même logistique, honnêtement. Il n'y a pas de, voilà. Quand on commence à expédier, alors de la petite déco, ça va encore, mais alors quand on commence à expédier un canapé, en effet, c'est très différent.
Et donc, on s'est pas rendu compte tout au début, mais tant mieux, hein, c'est l'insouciance ou l'inconscience de l'entrepreneur, de la difficulté. Surtout que un peu plus tard, on a repris aussi SoFactory et qu'il y avait un entrepôt avec tout ça, et qu'on s'est dit on va tenter la logistique en propre sur le gros parce que en fait, ça a l'air mieux de le gérer soi-même. Bon, on a eu que des problèmes. L'entrepôt a été inondé lors de la crue de la Seine, parce qu'on n'était pas loin et quand il y a eu les inondations. On a vécu une période très dure. On a mis 1 million d'euros de stock à la poubelle à l'époque, ça a mis enfin on a eu des vraies inquiétudes. Donc voilà, donc ça fait partie des galères des entrepreneurs et où il faut savoir se relever à chaque fois. Et ça a été vraiment un apprentissage nouveau pour nous, dans la douleur, mais au final, voilà, on a aussi trouvé les bons logisticiens. Aujourd'hui, ça roule parfaitement, mais on a eu une période un peu compliquée. Et vous avez regroupé tous les sites au même siège? Ouais, aujourd'hui, on a tous nos sites dans le même entrepôt, avec des process Combien différents. Vous êtes, à peu près? Sur le petit, il y a à peu près 10 000 mètres carrés. Et il y en a un autre, donc Attenant, juste à côté, justement, sur uniquement le lourd, puisque les process de préparation, de réception, etc. ne sont pas les mêmes. Et là aussi, il y a à peu près 10 000 mètres carrés. Combien de personnes? Beaucoup, et c'est assez variable puisque c'est plus c'est en presta, donc on n'a pas. Ouais. Donc là, c'est eux qui gèrent selon le flux. Je considère qu'on est vraiment plutôt une boîte d'offres produits et de tech, et donc la logistique, même si on suit de très près et on met nos process IT dedans, etc. C'est pas géré, enfin voilà, c'est géré par un prestataire, et donc il nous permet de lui adapter la montée en puissance du nombre de personnes selon les besoins, selon le flux, intérimaire ou pas, permanent ou pas, etc., etc. Et ça, c'est leur métier. Et votre portefeuille, est-ce que je peux appeler ça un portefeuille? Ils sont quasiment tous rentables? On va laisser les 3 Suisses de côté encore, ouais. Ouais, 3 Suisses, voilà, 3 Suisses, peut-être c'est ça qui est un peu différent des autres, parce que voilà, ça a été. On en parle dans 2 minutes. On va en parler dans 2 minutes, donc je vais pas, voilà. Mais oui, sinon aujourd'hui tout est plutôt. Et puis il y a vraiment ce côté aussi synergie positive. Entre les différents sites, parce que on en parlera, mais justement avec 3 Suisses, il y avait des secteurs qu'on connaissait très bien qui sont venus nourrir 3 Suisses. Enfin voilà, on a pas mal de synergies positives. Alors, ce que vous faites toujours des levées de fonds, non? C'est tout autofinancé ou avec du concours? Ouais, non, on est vraiment autofinancé, et ça, c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est une aventure où on reste très indépendant quand même. Et bien sûr, il y a du concours bancaire de la dette, hein, parce que ça, c'est assez amusant aussi. Et c'est une vraie réalité quand on entreprend, c'est que. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Olivier et toi, vous êtes 100% du capital, quoi. Pas 100%, puisqu'on avait eu des actionnaires, etc., puisqu'on avait fait une levée de fonds, mais on est majoritaire. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Alors, comment on se répartit? C'est vraiment ça le sujet, mais parfois, voilà, on s'entraide énormément. Mais Olivier gère plutôt tout ce qui est opération et surtout l'IT, puisqu'il est vraiment... C'est un nerd, hein, on peut le dire, donc tout ce qui est IT, structure, langage, code, etc., il lit tout, voilà, c'est une vraie force, et je pense que c'est une de nos forces dans notre réussite actuelle. Ouais. Et donc voilà. Et puis moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie donc acquisition de trafic et marketing, et puis toute l'offre produit. Et la seule chose qu'on fait ensemble, évidemment, ce sont les acquisitions, puisque ce sont des décisions structurantes pour la boîte. Et donc là, évidemment, il y a une concertation importante sur ces sujets-là. Et vous chassez ou on vous propose aujourd'hui? Au départ, aujourd'hui, on a la chance de ne plus avoir besoin de chasser. Alors, si on réfléchit à une opportunité, on peut prendre contact. Mais globalement, alors c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'évidemment, les 2 premières deals, c'est nous qui avons envoyé des lettres partout, et on a chassé et on cherchait. Puis au fur et à mesure, le 3e, on commençait à avoir des demandes entrantes.
Et puis aujourd'hui, on a tellement de dossiers que honnêtement, on est obligé d'avoir quelqu'un qui les trie avant et qui nous fait remonter ceux qui lui paraissent importants. Donc c'est voilà, mais ça c'est l'ordre des choses. C'est pour ça que je dis il faut beaucoup de ténacité au départ, parce qu'au départ tout est toujours comme ça. C'est pareil pour la banque. Au début, ils nous ont dit non, on vous suit pas, vous rigolez ou quoi, on vous prête rien. Premier deal, deuxième deal, et puis le troisième, ils ont commencé à prêter un peu. Alors, je vais te raconter une histoire, mon enfance. Quand par la poste, on reçoit un gros catalogue, et on en reçoit 2 par an, La Redoute et Les Trois Suisses. Je me souviens très bien, petit, avec ma mère à côté, elle qui regardait la déco, les fringues, etc., et moi les jouets. Et vous avez repris en 2018 Les Trois Suisses. Ouais. C'est comme une marque créée en 1932, la filature des Trois Suisses, une marque emblématique, un patrimoine, ouais. Quasiment. Alors, j'ai bien aimé le terme reboot de marque, puisque c'est une marque qui est quand même pas mal plongée. On se souvient évidemment donc de cet énorme catalogue qu'on attendait. Alors, ma première question, comment on achète les Trois Suisses? Pourquoi les Trois Suisses? Alors, comment on achète les Trois Suisses? Non, mais c'est vrai, et surtout... Alors, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Évidemment, c'est un rêve. Enfin, une marque aussi emblématique, aussi jolie que Trois Suisses, aussi patrimoniale. Et l'histoire est assez drôle parce que c'est un peu dans la même lignée où je dis, voilà, la vie d'entrepreneur est semée de succès, de joie et d'embûches. Donc, en 2016, donc bien avant notre achat, la banque Rothschild nous contacte en nous disant, voilà, on a un mandat pour vendre Trois Suisses. Est-ce que ça peut vous intéresser? Évidemment, on y va à fond, mais on se dit, il y a peu de chance, sincèrement, parce qu'on est quand même... mais bon, on sait jamais. On y va, on avance de fil en aiguille. Il y avait 16 candidats, on n'est plus que 2. Nous et notre concurrent, on rencontre... Donc, c'était le groupe Otto, un énorme groupe allemand qui fait plusieurs milliards en Allemagne, qui vend. On rencontre le groupe Otto, etc. Et on arrive en finale, on se dit, super, on est à fond, mais la décision tombe, c'est pas nous, c'est l'autre. Donc on perd le deal. Bon, évidemment une déception, mais la vie continue, on continue, on rachète un autre site dans la lingerie, etc. Et puis en 2018, donc notre concurrent qui avait gagné le deal, qui est un VP6 du Nord. Alors quand tu dis concurrent sur l'affaire ou concurrent tout court sur Shop Invest? Non, pardon, concurrent sur l'affaire, sur Shop Invest. D'accord. Non, puisque concurrent sur l'affaire. Voilà, on savait l'un l'autre que c'était l'autre qui était en face, nous appelle et nous dit, voilà, moi je suis un vrai VP6 du Nord, je maîtrise extrêmement bien le catalogue, je maîtrise certains sujets, mais en fait je m'en sors difficilement dans le web, est-ce qu'il y aurait un truc à faire ensemble, parce qu'ils nous voyaient comme les vrais spécialistes du web, et voilà. Bon, on avance. Rapidement, on se rend compte que faire ensemble, ça va être compliqué. On n'a pas forcément les mêmes ADN, la même trajectoire qu'on voudrait développer pour Trois Suisses, etc. Mais on leur dit, écoutez, nous, on veut bien vous racheter. Qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Et finalement, de fil en aiguille, donc ça, c'était juin 2018. Et donc, en novembre 2018, donc quelques mois plus tard, on signe le deal et on rachète Trois Suisses, donc voilà, des mois intenses et sublimes de réflexion autour de ce qu'on veut faire de la marque. Alors par contre, forcément, quand l'un de vous deux est au courant du problème, vous en parlez, ça va à l'encontre de votre build-up en fait. Là, c'est plus du tout la même histoire. D'ailleurs, c'est le seul site internet, il me semble, qui est différent, puisque c'est un site, lui, à part entière. Vous avez relooké d'ailleurs le site et le logo, etc. Est-ce que vous allez sur un terrain, alors même si vous avez toute la logistique, etc., est-ce que vous allez sur un terrain qui est inconnu? Alors, j'irai pas jusqu'à... C'est à l'encontre de notre stratégie, parce que on mène tout de même la même stratégie qui est de migrer techniquement, de remettre au niveau le système IT, parce que ça suffit pas évidemment, mais il y a les bases en fait on rachète et on se dit, en fait il y a plusieurs sujets, il faut revoir toute l'image de marque, toute la stratégie, toute l'offre produit, mais en revanche c'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est indispensable d'avoir un outil performant, mais c'est pas suffisant. Et donc on rachète, on fait de façon très factuelle
la migration technique, le déménagement logistique, on change le service client pour l'améliorer et on l'a amélioré drastiquement. On change la logistique et là aussi on améliore drastiquement les KPIs. Le système IT, j'en parle pas, et notamment sur mobile parce qu'il était très obsolète. Donc on fait tout ça et en parallèle de ça, parce que je dis ça en une phrase, mais c'est énorme, hein, c'est des centaines de semi-remorques pour le déménagement. L'IT, c'est des milliers d'heures de travail. Mais en parallèle de tout ça, on travaille là sur vraiment l'image de marque et l'offre produit. Et donc pendant 1 an, et donc on reste quand même dans notre idée justement de dire, bah voilà, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire de 3 Suisses? Est-ce qu'on veut en faire une énorme marketplace généraliste ou est-ce qu'on veut quand même avoir une offre, une proposition? Est-ce que on veut juste avoir un système IT performant ou est-ce qu'on veut relancer le catalogue? Est-ce que, enfin, des milliers de questions se posent évidemment. Et en fait, moi, et ça c'est venu assez, j'ai envie de dire, c'est l'intuition d'entrepreneur, je pense. J'ai dit, mais en fait, 3 Suisses, c'est quoi? C'est d'abord une marque patrimoniale. C'est une marque qui appartient pour moi, à tous les Français. Enfin, je veux dire, tu parles à n'importe qui, quel que soit l'âge, tout le monde a un souvenir 3 Suisses. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment fabuleux, ça. Et d'ailleurs, tu l'as dit en introduction, on a tous une histoire avec 3 Suisses. Donc, c'est génial. Et donc, je me dis, en fait, plutôt que de tout décider nous, bien sûr, on va y mettre de la réflexion, mais on va surtout interroger les gens, les Français, les Françaises sur ce qu'ils veulent voir dans 3 Suisses, puisqu'ils ont tous un tel affect avec la marque. Le jour où on a racheté, j'ai eu des milliers de messages de LinkedIn et autres qui me disaient bravo, on veut que vous fassiez revivre cette belle marque. Je me suis dit, mais il y a un tel affect, c'est extraordinaire. C'est rare que des gens t'écrivent juste pour te dire bravo, c'est super. En général, on t'écrit pour te vendre quelque chose. Voilà. Donc, fabuleuse aventure. Et donc, on commence à interroger les Français et les Françaises et on se dit, au départ, c'est... Les interroger comment? Alors, plusieurs moyens. Un emailing? Bien sûr, l'emailing, parce qu'on bénéficie d'une base de données exceptionnelle, évidemment. Et puis, au-delà de l'emailing, les réseaux sociaux, etc. Et donc, là où au début, c'était une intuition et j'ai lancé comme ça des questions et un questionnaire, c'est devenu un peu un fil conducteur. C'est-à-dire que c'est devenu une vraie colonne vertébrale. Tout le temps, je posais des questions, je faisais participer. Dès que je m'interrogeais sur des sujets, voilà, c'était devenu vraiment un côté très... collaboratif et de co-construction vraiment de la marque. Et donc, pendant 1 an, on a eu des femmes qui ont gratuitement, et c'est ça qui est important parce que je voulais vraiment que ce ne soit pas biaisé par un cadeau à la fin ou quoi que ce soit, qui ont gratuitement répondu parce que elles avaient envie, elles tenaient à la marque, elles avaient envie de faire évoluer la marque. Et donc, on est arrivé à un relancement donc, qui a eu lieu en octobre 2019, donc un peu moins d'1 an après le rachat, avec effectivement, tu le disais, un nouveau logo, un nouveau look, un nouveau design du site, une offre complètement différente, repensée, et bien sûr, la remise au centre du catalogue aussi. Donc, alors, c'est énorme, je pourrais en parler des heures, et puis on va pas... Oui. Mais... Alors, juste une chose, quand on te propose la marque en 2016 et que tu discutes avec Olivier, oui, non, qu'est-ce qui te gênait? Est-ce que c'est peut-être le côté, parce que c'est un peu le côté vieillot quand même, c'est quand même une marque qui a malheureusement... alors, c'est une boîte quand même qui perd... Enfin, je crois que... Alors, je l'ai noté, en 2005, elle fait 1 milliard de chiffre d'affaires, 2018, 120 millions, c'est bien ça? Ouais. Voilà, 60 millions de pertes, un trafic 10 fois inférieur à celui de la Redoute. Donc ça va être, tu le sais que ça va être compliqué, voilà. Mais sinon, qu'est-ce qui vous, quand tu fais le pour et le contre, l'avocat du diable, qu'est-ce qui te dit non, j'y vais pas? Sincèrement, pas grand-chose, rien. À vrai dire, on avait vraiment envie de le faire. C'est super, c'est bien. Ouais. Alors, je pense qu'il y avait une part d'un côté tellement affectueux déjà vis-à-vis de la marque, une envie, on se dit que c'est quand même une aventure extraordinaire l'un et l'autre, que les deux on a cet affect pour la marque. On sait que ça va être très dur. Voilà, la seule chose c'est on se dit ça va être très dur. Parce que tu viens de citer pourquoi, c'est-à-dire tu te dis t'es sur une marque qu'il faut complètement dépoussiérer, qui perd énormément d'argent. Donc un double challenge de retour à la rentabilité et de refaire vivre complètement et remoderniser l'ensemble. Mais alors on a conscience de ce challenge,
on sait que ça va être un long chemin et un chemin dur, que ça va pas se faire non plus, même là, après 18 mois, on a encore un boulot de titan, que ça va pas se faire en 6 mois. On est conscient de tout ça, mais en revanche, on a quand même très envie de faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu une grosse déception, d'ailleurs, en 2016, quand on n'a pas eu le deal, parce qu'on avait quand même une très, très grosse envie et un enthousiasme de pouvoir racheter la marque et racheter la société. Et vous allez en faire quoi alors? Donc, vous faites cette enquête avec vos clientes parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, je crois, il me semble. Pas que clientes, ouais, mais pas que clientes. Ouais. Alors oui, femmes principalement, mais pas que clientes, parce que pour nous, très important d'y joindre des anciennes clientes qui avaient abandonné la marque, parce que le but n'était pas de se flatter, hein, le but était de comprendre celles qui avaient abandonné la marque et pourquoi. Mais aussi même des femmes qui juste connaissaient la marque et qui n'étaient pas clientes, qui se rappelaient de la marque parce que leur mère était cliente ou parce que voilà, de jeunes femmes sur les réseaux sociaux qui nous répondent. Enfin voilà, donc on essaie d'avoir un melting pot, pas juste de nos clientes fidèles parce que c'est pas suffisant, mais en effet beaucoup de femmes. Du coup, pour Shop Invest, vous avez ramené dans les 3 Suisses des SoFactory, des Women Corner. Du coup, c'était plus facile. Pourquoi que les 2, par exemple? Ouais, parce qu'en fait, c'était des produits qui s'y prêtaient extrêmement bien, avec une cible plus similaire. Et donc, effectivement, en fait, on a vraiment bénéficié, et puis c'est aussi notre savoir-faire, de nos synergies, et de se dire, en fait, là où on peut vraiment d'un coup, parce que l'offre 3 Suisses était à revoir complètement, donc on a revu complètement la mode, et ça c'était nouveau, et là où on pouvait bénéficier de savoir-faire que nous avions déjà développé, autant en bénéficier. Donc en effet, les faire intégrer 3 Suisses rapidement, c'est quand même génial, et c'est vrai que ça nous a permis de remonter très rapidement l'offre meubles, déco, cosmétiques femmes, lingerie, voilà, on avait ce savoir-faire quand même sur un certain nombre de secteurs bénéfique, avec un vrai contact avec les marques, avec des fournisseurs qui nous suivent également et qui nous accompagnent. Et donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans l'offre. Et ça fait partie des gros enjeux. C'est aussi parce que on peut refaire un beau site avec plein de belles idées. Si l'offre ne suit pas, voilà. Parce que là, en plus, vous avez en face quand même maintenant, sur ce genre de site généraliste, vous avez Amazon, vous avez quand même Zalando, vous avez le nouveau La Redoute. Là, vous êtes en frontal. Ouais, alors j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choses. On a fait des choix qui sont peut-être d'ailleurs on a toujours trouvé des choix. On a toujours fait des choix un peu à l'encontre et à l'encontre de ce que se faisait sur le marché, mais finalement jusqu'à maintenant ça nous a pas trop mal réussi. Je considère pas que 3 Suisses c'est un généraliste. Quand on voit Amazon, ils vendent de la machine à laver, d'ailleurs Redoute aussi, etc. Ils vendent tout et enfin des pneus, des boulons et voilà. Aujourd'hui, on est quand même un site certes il y a plus de catégories que sur un Men Corner par exemple, mais il y a un vrai choix produit. On a redéveloppé notre marque propre, on a divisé l'offre par 8, ce qui est exactement l'inverse de ce que les gens font aujourd'hui. Les gens justement cherchent aujourd'hui dans l'e-commerce à avoir l'offre la plus large possible via les marketplaces, t'en parlais, et à moi, ça me saoule personnellement. On va en reparler, mais à toi aussi. On va en reparler. Voilà, moi aussi. Et je me suis dit, mais en fait, arrêtons. D'abord, si on veut un généraliste, arrêtons de nous mentir. Amazon et Alibaba seront les meilleurs. On va pas suffit. Ça suffit. Ils seront les meilleurs. Tu peux monter, descendre. Faut pas croire que tu es plus intelligent que ce qui. Voilà. C'est à un moment, il faut un peu d'humilité. Ils seront les meilleurs et ils le resteront. Première chose. Et deuxième chose, donc si tu cherches un analyste où tu veux juste taper ta ref et être livré, ils le font très bien. Il y a une efficacité redoutable d'un point de vue réellement expérientiel. En revanche, il n'y a pas d'expérience de plaisir d'achat, il n'y a pas d'expérience de flâner sur le site. Personne se dit tiens, je vais aller flâner sur Amazon. Enfin, moi, je pense et encore plus. Alors maintenant, mais je ne savais pas à l'époque qu'il y aurait évidemment le Covid, etc. Mais encore plus, je pense que les gens vont avoir envie de transposer l'expérience de flâner qui existe en boutique sur le web, d'avoir un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus choix produit référencé avec un vrai choix et non pas la plus large où on se perd. Et voilà. Et Redoute d'ailleurs qui a fait une formidable transformation a été complètement dans ce sens-là de la marketplace avec l'offre la plus large possible. Et nous, on a fait le pari complètement inverse
On a racheté, on a coupé l'offre par 8. C'est énorme, hein, diviser par 8 le nombre de références. Je sais pas si tu réalises. Et je pense qu'on n'y est pas encore au bout de notre nettoyage. On s'est dit, ben non, au lieu de référencer des dizaines de milliers de marques qui se concurrencent, qui font à peu près toute la même chose, on va au contraire choisir quelques marques partenaires avec lesquelles on travaille sur des catégories de produits où on pense que c'est les meilleurs sur leur catégorie, et c'est tout, et on va pas en avoir des milliers. On va faire une offre produit où on développe notre marque propre énormément et avec un vrai choix de, voilà, on n'a pas une offre pléthorique, on a une offre où on pense elle a d'un excellent rapport qualité-prix, elle est avec une empreinte écologique bien meilleure et où on peut là aussi avoir un vrai impact, parce que évidemment, qui dit marketplace, et c'est normal, dit on ne contrôle pas notre distribution. On ne sait pas ce que les autres vendent, on ne sait pas où ça a été fabriqué, par qui, par des enfants ou pas. On ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas et c'est normal, c'est le propre de la marketplace. Nous, on s'est dit, ben non, au contraire, on veut aller vers une démarche beaucoup plus saine, d'avoir des bons produits au bon prix, qui durent longtemps et qui aussi... on maîtrise la fabrication. Donc, à titre d'exemple, et je trouve que c'est vrai que c'était quand même, parce que je connaissais rien à la mode, hein, c'est un peu comme quand j'ai commencé dans le e-commerce. Enfin, je consommais comme tout le monde, hein, mais je n'étais pas voilà, j'étais pas dans la production et la fabrication. Et quand on a racheté, on avait vu 99% made in China sur 3 Suisses, sur la mode. Je dis, bah, ça va pas, ça, on va tout changer. Et donc, on m'a dit, oui, mais ça, il faut on peut. Et je me dis, mais en fait, non, on va aller vers une mode, surtout sur une marque comme 3 Suisses, on n'a pas le droit d'être on n'a pas le droit, c'est une marque française, c'est une marque, donc, je dis, on va changer tout le parc de fournisseurs. Alors, évidemment, j'avais recruté des acheteurs, tout le monde me dit, mais non, tu te rends pas compte, c'est un plan horizon à 5-6 ans au mieux, faut changer tout le parc fournisseur. En plus, tu veux faire des plus petites collections plus courtes parce que tu veux pas de gâchis, parce que je leur ai dit, ça suffit aussi les scandales sur les gâchis. Je sais pas si t'as suivi ce genre de scandale terrible, mais donc j'ai dit, on va faire des collections beaucoup plus courtes pour qu'il n'y ait pas de gâchis, etc., etc. Ils me disent, ben tout ça, faut qu'on y arrive à 5-6 ans. Mais là, j'ai dit, non, on va y arriver maintenant. Et donc, en septembre, quand on a sorti la nouvelle collection, on était quand même 88% made in Europe. Je sais pas si tu vois le shift en un an. Qui est juste, oui. Mais ça, c'est l'agilité de l'entrepreneuriat, je pense, et l'agilité de finalement arriver justement sans préjugés, avec une intuition d'entrepreneur, mais en n'étant pas du tout une connaisseuse de la mode. C'était presque un énorme avantage, parce que j'ai dit non, tout est possible, on va aller se balader, on va trouver des usines en France, on va partir. Je suis allée moi-même avec mon équipe, j'aurais dit on va trouver, on n'est pas plus bête que d'autres, on va y arriver, etc. Et donc je suis allée un peu avec mon bâton de pèlerin, sans se dire voilà mes usines que je connais, avec qui je travaille depuis 30 ans, je vais continuer avec eux, voilà, je suis repartie un peu d'une feuille blanche et j'ai dit voilà. Et donc on a relancé avec 88% made in Europe, dont une grosse partie plus de la moitié des 88% made in France. Donc tu vois, quasiment la moitié de la collection made in France. Tu vois, là je suis en plein dans l'actualité, mais je le savais pas à l'époque. Beaucoup de matières naturelles. Puisque je travaille de plus en plus pour avoir que de la matière naturelle. Donc, la première collection, on était à 40%. Là, la dernière à 60% matière naturelle. Et je vais aller encore plus loin. Donc voilà, on a évidemment encore un travail de titan. Tout ne peut pas se faire en 18 mois. Mais je pense qu'on a quand même réussi une première transformation. Et notamment, et c'est ça qui était très important aussi pour moi, c'était de dire, parce que j'avais interrogé les Françaises, tout le monde est pour plus de made in France, plus de local, plus de matière naturelle. Personne va dire je suis contre. Mais leur gros enjeu, c'était surtout pas 1 euro plus cher. Et je le comprends et je l'ai entendu. J'ai dit, attends, 3 Suisses, c'est une marque populaire. On n'est pas une marque, et au sens bon du terme, au sens que je trouve très noble du terme, on est une marque qui s'adresse à tout le monde. Et donc, si c'est en effet faire du made in France naturel pour sortir un chemisier à 299 €, tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué, hein. Sincèrement, ça se trouve très facilement. En revanche, en se disant, OK, on reste une marque accessible, et ben là, c'est un vrai challenge, mais on a encore du boulot, mais on y arrive. À peu près sur Shop Invest, depuis 2011, vous avez fait à peu près entre 1 et 2 deals par an. Depuis 2018, ouais. Depuis les 3 Suisses, vous avez bouffé toute votre énergie? Non, mais c'est une bonne façon de le dire. Oui, non, mais c'est sûr que ça a été hyper structurant, hyper prenant. C'est la plus grosse boîte déjà.
voilà, c'est la plus grosse boîte. C'est là où il y a aussi une vraie transformation de marque qu'on n'avait pas forcément avant. Il faut être honnête. C'est pas du tout la même puissance de marque. C'est pas non plus la même puissance de base de données, ni le rachat d'autant de fournisseurs et de partenaires qui nous accompagnent depuis parfois 30. Là, je parlais avec un fournisseur. Il me dit, vous savez, je travaille avec 3 Suisses depuis 1980. 40 ans quand même, enfin tu vois, c'est des vraies histoires, enfin c'est magnifique. Et il me dit mon père a commencé la boîte et il travaillait déjà avec 3 Suisses, enfin c'est génial, tu vois, d'avoir ce genre d'histoire. Donc effectivement, c'est très chronophage, ça prend beaucoup, on y met beaucoup d'énergie et on a un peu ralenti le rythme des acquisitions ces derniers temps avec 3 Suisses effectivement. Je voulais parler du catalogue justement, parce que pour moi c'est quelque chose de très important, parce que quand on parle des 3 Suisses, d'abord 3 Suisses c'était aussi quelque chose qu'on a oublié, je crois que c'est les premières collabs, c'est ça, c'est quand même une image de marque qui est quand même incroyable, et même ça, moi je me souviens, associé à 3 Suisses, il y avait le chouchou. C'était le chouchou 3 Suisses, ouais. C'est quand même c'était différent de la Redoute. Ouais, c'était différent. Et c'était très différent. Alors bien sûr, on s'en rappelle des deux parce que c'était les deux catalogues, tu as raison, qu'on recevait à la maison. Donc il y a un souvenir et les deux marques sont très associées souvent dans l'esprit des gens et c'est normal. Mais l'ADN est très différent, je pense, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui en prenant ce choix qui est complètement contre-marché de dire non, nous on réduit le nombre de produits, etc. On fait une offre beaucoup plus personnelle, beaucoup plus choisie, beaucoup plus voilà. Mais 3 Suisses a toujours eu cet ADN beaucoup plus innovant et impertinent. Même impertinent hein, parfois, et qui est peut-être un mot un peu fort, mais et c'était ça que j'ai adoré dans 3 Suisses, que je travaille maintenant depuis 18 mois, qui m'a encore plus enchantée depuis longtemps, c'est que c'est une marque qui certes fallait dépoussiérer, mais qui était par son ADN premier ultra innovant et même précurseur. Donc en fait oui, il y a les quelques dernières années à dépoussiérer parce que ils se sont un petit peu endormis sur les années 2000, 2010 surtout, mais l'ADN premier est quand même au contraire d'une marque ultra innovante et précurseur. C'était les premiers à faire des collabs. Donc après, tout le monde les a imités, mais de penser à l'époque, ils ont été voir Madame Sonia Rykiel à l'époque, qui était à l'apogée de son... Et ils ont dit, justement, on va prendre une femme créatrice et on va faire une collab. L'ultra haut de gamme avec l'accessible. C'était génial comme idée. Alors maintenant, c'est fait partout, mais c'était génial. Ils ont fait les premières femmes en couverture de magazine en pantalon. C'est extraordinaire aussi. Ils étaient déjà très aussi engagés. C'est aussi ce qui m'amuse dans cette marque et ce que j'aime, parce que je pense que on fait aujourd'hui, nous, on aime ce qu'on fait aussi parce que on s'engage justement dans une route plus responsable, etc. Mais c'était une marque ultra engagée. Dans les années 70, ils ont fait des premières maisons totalement écolo en bois que matière naturelle avec Stark. Ils ont fait, il y avait un nombre d'initiatives comme ça de la marque qui sont juste fabuleux. Et puis c'était dans les années 70, donc aujourd'hui tout le monde parle écologie. Mais je sais pas si t'étais en âge de te rappeler ou pas dans les années 70, mais tout le monde s'en foutait de l'écologie à l'époque. Personne n'en parlait ou à peu près. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas le souvenir. Mais si tu regardes un peu les tendances de l'époque, on parlait pas de l'écologie, tout le monde s'en foutait. Donc voilà, donc c'est une marque hyper précurseur, hyper innovante, assez impertinente même dans son, même je trouve, j'ai voulu le garder d'ailleurs, le logo rouge. Tout le monde m'a dit mais rouge c'est pas trop, aujourd'hui on fait des logos noirs. Alors ouais, c'est sûr, aujourd'hui on fait des logos noirs, mais en fait non, il faut garder cet ADN, ce côté justement un peu de feu de 3 Suisses, ce côté très joyeux de 3 Suisses et assez impertinent que je trouve génial. Il y a 25 ans, si tu avais repris les 3 Suisses, je t'aurais posé la question, je t'aurais dit qui est ton concurrent, tu m'aurais dit forcément La Redoute. Tu as rencontré Nathalie Bala et Éric Courteil? Oui, je les connaissais avant de racheter 3 Suisses, je les connaissais déjà. Donc, je pense que c'est une belle aventure entrepreneuriale aussi, et puis c'est une belle c'est des choix différents, mais je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait aussi dans leur construction. Donc le catalogue ressort? Oui, en fait ça aussi c'était assez marrant parce que quand on a repris, on nous a dit et même d'ailleurs les cédants, etc. Ils nous ont dit vous êtes des spécialistes du web. Vous allez en gros migrer, faire une super plateforme, le taux de transfo va s'améliorer, puis vous allez être des spécialistes du web.
Bien sûr qu'on l'a fait et que c'était indispensable, parce que c'est comme je disais, il faut avoir avant tout un outil qui fonctionne, mais c'est pas du tout suffisant. Et donc, au contraire, en fait, en réfléchissant, moi, déjà, c'était vraiment ma Madeleine de Proust, hein, c'était voilà. Et en réfléchissant, on s'est dit, mais pas du tout, c'est vraiment l'ADN de la marque. Et c'était marrant parce qu'on interrogeait les femmes. Et tout le monde se rappelait de ce catalogue. Et tu sais, tu leur disais, est-ce que tu souhaiterais voir plus de catégories autour, je sais pas moi, de la maison, etc. Ils te répondaient, oui, mais quand ressort le catalogue? C'est une vraie, un enthousiasme et une envie des femmes et des gens qu'on a interrogés, de tout le monde d'ailleurs, de se dire, mais quand est-ce qu'on reçoit le catalogue à nouveau? Et donc moi, très naturellement, on s'est dit, mais en fait, et puis on est aussi dans cette démarche de remettre plus d'humain. Je te le disais, avec un choix, avec une ligne, plus de pouvoir mettre un peu plus de liens au sein du web, parce que c'est aujourd'hui quand même ce qui manque cruellement au sein du e-commerce, c'est le côté lien social, c'est le côté... Ce qui veut dire joignable par téléphone, pas de chatbot. Voilà, exactement. Et donc, ce qui était très marrant d'ailleurs, c'est que j'ai dit, mais en fait, d'ailleurs, le catalogue, c'est avant tout ça. C'est ce que ça procure. Ça procure cette façon de flâner différemment que sur le web. Parce que le catalogue, c'est différent. Tu le poses, tu le feuillettes en même temps que tu prends ton croissant autour de la table du petit-déj. Tu le feuillettes avec ta maman, ta copine et que sais-je. C'est très différent qu'une consommation très individualiste sur iPhone ou sur smartphone ou sur ordi. Et donc, au contraire, c'est exactement dans ce qu'on voulait remettre, c'est-à-dire mettre du lien, mettre de l'humain. Et d'ailleurs, tu parlais de pas de chatbot, c'était marrant parce que je me disais, les gens qui me démarchent pour mettre un chatbot sur 3 Suisses quand on a racheté, lisent vraiment pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je veux faire l'inverse. Et donc, on a surtout supprimé tout ce qui était chatbot, ce qui est quand même une décision là aussi un peu à contre-courant du marché, parce que je pense que c'est indispensable. Et on a même été un cran plus loin, on a mis des interlocuteurs privilégiés pour chacun. C'est-à-dire que toi, Frédéric, si tu veux demain... si tu es très pressé et que tu veux parler au premier interlocuteur disponible et que tu es au service client, tu peux, bien évidemment, parce qu'il faut quand même avoir un côté pragmatique. Mais si tu as déjà parlé 10 fois à Julie et que Julie te conseille très bien et que tu as envie de parler à Julie, bah, tu as ton interlocuteur dédié au service client qui te permet de parler. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment, et c'est, je pense, encore plus vrai avec ce qui se passe en ce moment, le challenge du futur du e-commerce. C'est-à-dire que d'arriver à allier cette formidable, évidemment, efficacité du e-commerce, d'être livré chez soi à tout moment, de faire ses courses à minuit si on veut, parce que c'est quand même génial, et de pouvoir quand même, il y ait un côté plaisir, un côté où il y a plus de liens, où il y a plus cette possibilité de se sentir un peu dans un environnement où on peut flâner, on peut s'amuser, se faire plaisir. Je suis d'accord. Enfin, moi, je te disais, j'étais en e-commerce, dans l'imprimerie. Bon, on s'adresse plutôt à des professionnels. Ouais. Mais c'est vrai que nous, quand on va appeler Lila ou Franck, ils signent leur mail avec ça, ils signent avec leur ligne. Ouais. Et quand ils doivent rappeler, c'est important parce qu'au bout de 20 commandes, ben, quelque part, l'interlocuteur, la Julie ou le Franck ou le Lila se souviennent du client. Il y a une vraie relation. Je suis entièrement d'accord. C'est un magasin de proximité à distance, quoi. Et exactement, je crois que tu l'as très bien dit, c'est vraiment ce qu'on veut devenir, c'est le magasin de proximité à distance. Tiens, je vais me le noter, tu l'as très bien dit. C'est exactement ce que je voulais faire moi, si tu veux. Enfin, nous, on a une imprimerie en ligne. Maintenant, le nouveau slogan, c'est l'imprimerie en ligne réactive, Papéo. Mais je cherchais, comment dire, l'imprimerie de proximité, qui est un métier de proximité, l'imprimerie de proximité à distance. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. C'est de dire c'est vraiment le truc que moi je voulais faire passer. Voilà. Je vois que tu le notes, ça me fait plaisir. J'espère que c'est ça. Voilà. C'est ça que je note, c'est absolument ça. Voilà. J'en serais très fier si voilà. Le catalogue, forcément, il sera plus petit. Il sera plus petit, tu vas pas décevoir, quoi. Ouais, voilà, parce que c'est d'abord il devait coûter une tonne. Là, on a sorti 2 qui sont beaucoup plus petits et bien sûr qu'on le réadapte à la vie d'aujourd'hui. D'abord, ce qu'on disait, on va avoir une consommation plus responsable, donc moins des pléthores et de pléthores de produits. Il est aussi beaucoup sur demande puisque on veut justement le privilégier pour des gens qui ont vraiment besoin et qui en ont envie plutôt que de le distribuer, etc. Aléatoirement. Il a un cycle de vie aussi différent. On essaie d'être beaucoup plus réactif. Donc
Bien sûr qu'on l'adapte. Le but n'est pas de refaire exactement la même chose sans changer. Il raconte aussi plus comment on a construit la collection versus avant où c'était vraiment un. Voilà, il y a plus de. Mais je pense qu'il fait partie quand même du lien avec la marque. Et là, on s'aime. Enfin, moi, je l'ai sur mon bureau tout le temps et j'adore même le re-regarder, flâner. Je le montre à tout le monde quand ils arrivent, etc. Donc voilà. Et puis c'est aussi ce qui trône sur une table de salon. Enfin, c'est pas du tout pareil qu'un site internet. C'est vraiment autre chose et ça vient en complément. C'est assez rare, mais Ikea le fait encore, par exemple. Ouais, et très C'est bien assez d'ailleurs. rare. C'est assez rare. Je voudrais qu'on parle un peu de Figital. Ouais. Donc, les points de vente physiques. Trois Suisses, à un moment, avaient des sortes d'agences. Hein. Enfin, je sais pas, c'était des points de vente, des points de retrait, des points de vente. Quand on voit justement ce qui se passe en ce moment, alors là, je m'adresse à la Karine, spécialiste d'e-commerce et du commerce tout court. Quand tu vois ce qui se passe avec Alinea, André, Conforama, et alors justement, une étude d'un cabinet que tu connais bien, McKinsey, dit qu'un tiers des marques et des grands magasins risquent de disparaître. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr, c'est une réalité. D'abord, sans être négatif et pessimiste, on va rentrer dans une ère de plus grande déconsommation tout court. Hein. Je pense que les gens vont aussi consommer de façon plus raisonnée et raisonnable. En plus, évidemment, la pandémie actuelle ou autre font que, évidemment, les gens sont beaucoup moins en magasin. Je pense qu'on va vraiment apprendre à consommer très différemment. Et donc, en effet, d'avoir aujourd'hui un parc retail. Alors, les récents événements font que ça a accéléré, évidemment. Quand tu as 200 magasins qui sont fermés pendant 2 mois, c'est extrêmement dur de se relever de ça. Parce que voilà, donc même avec les aides, même avec tout ça, c'est extrêmement dur. Donc évidemment, ça a accéléré fortement là les choses ces dernières semaines et mois. Donc oui, c'est certain. On va consommer différemment. Je pense qu'on voit aussi des DNVB sortir toute la journée, justement avec un process beaucoup plus intégré, de la fabrication jusqu'à la vente. Enfin voilà, on va vraiment apprendre, je pense, à consommer différemment. Et puis ces boîtes-là sont peut-être pas aussi réinventées suffisamment vite en termes de sourcing, en termes de. On voyait tous ceux qui ont des cycles de vie où ils doivent commander là aujourd'hui 6 mois à l'avance. D'abord, il y a eu la Chine fermée, puis l'Europe. Tout ça va être très compliqué. Donc, tout ce que je disais sur le fait de se sourcer plus local, etc., va être amplifié de façon énorme sur les prochaines années. Ceux qui n'arriveront pas à s'adapter assez vite vont mourir. C'est vrai, je pense, malheureusement. Fin 2019, pas mal de bruit courait sur rue du Commerce. Oui. Vous deviez racheter rue du Commerce. Vous en êtes où ? C'est dans des sujets encore en cours. Pourquoi rue du Commerce encore ? Alors, je te dis ça parce que, alors, je vais te donner mon point de vue. Rue du Commerce, j'ai énormément acheté, mais vraiment, vraiment. J'aimais beaucoup à l'époque le service, l'image. Ça fonctionnait super bien. Et j'ai arrêté d'acheter à cause de la marketplace. Tu te perds dans cette offre trop importante. C'est ce que je vois. Après, ce sont des stratégies. Hein. Mais moi, pareil pour Fnac. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pas pour Amazon, parce qu'Amazon, on sait où on est directement. On sait où on va. C'est comme si tu rentres chez Carrefour, on te dit, tu sais quoi, tu tournes à droite, tu changes de magasin. Moi, ça me saoule. Si vous rachetez rue du Commerce, vous allez faire un recentrage comme 3 Suisses ? Écoute, on est évidemment en pleine réflexion, mais je trouve que rue du Commerce, tu le disais, moi aussi j'ai acheté des tonnes de trucs. C'était un des premiers aussi. Hein, ils étaient très précurseurs en France. Hein, c'était génial. Une fiabilité service client unique, hein, vraiment. Et ça encore aujourd'hui, ils ont une très belle, il y a une très belle satisfaction client. Mais comme tu le dis, ça est devenu à un moment, parce que c'était aussi racheté par Carrefour, et donc Carrefour voulait en faire cet énorme généraliste, comme lui l'est, et donc voulait en faire son relais Internet. Une offre, en fait, là où ils étaient des spécialistes quand même, high-tech, maison, et voilà, ils se sont perdus dans on vend un peu de tout. Et donc clairement, ce sera, oui, nous, notre stratégie, si on avance, ce sera de se recentrer sur le vrai savoir-faire, la high-tech, la maison connectée, la maison tout court aussi, la maison en fait d'aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des catégories qui, pour moi, n'ont pas sens sur rue du Commerce, et de se recentrer sur une offre qui est l'ADN en fait de rue du Commerce. Là, les 3 Suisses, c'est combien de personnes à peu près aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, au total, c'est une 50aine de personnes. Une 50aine de personnes. D'accord. Ouais.
terminer, après on va passer aux questions perso. Est-ce que vous êtes une start-up encore Ouais. ou Ah en oui, termes de oui et oui. management? Oui, Tu à vois, fond. j'attends même pas la fin de Pourquoi? ta question. Et mais c'est même ma préoccupation, voire mon obsession, on peut dire, de tous les jours. C'est-à-dire, je trouve qu'on a avancé aussi vite et aussi fortement parce qu'on est une start-up. Je pense que cette énergie qu'on distille et qu'on diffuse dans la boîte, le côté on a le droit de rater du moment qu'on fait, qu'on avance, et puis parfois ce côté aussi travailler en petite équipe, hyper soudée et d'avancer en petits groupes plutôt que de faire des espèces de projets qui s'étendent sur 9 mois. Chez nous, un projet qui s'étend sur 3 mois, c'est le max. Tout ça, c'est le propre et l'ADN de la startup, et je veux qu'on garde ce côté. Et puis aussi assez familial, on se connaît tous super. Enfin voilà, je veux absolument qu'on garde ça chez nous. Réactif, agile. Donc ouais. Ouais. Allez, on se projette dans quelques années. 3 Suisses marche super bien. Vous avez racheté Rue du Commerce qui fonctionne bien également. Qu'est-ce qui vous manque dans votre offre? Peut-être quelque chose autour du sport. D'accord. Ouais. Ok. Parfait. Allez, on va passer aux questions perso. Alors, est-ce que tu prends le temps de vivre ou vous bossez, toi et Olivier, comme des malades? Écoute, moi je pense qu'au contraire, j'arrive à avoir, on arrive à avoir un équilibre parce qu'on fait ça aussi ensemble et qu'on arrive à s'adapter Mmh. au même moment. On a quand même 3 enfants et moi je pense qu'on leur donne énormément de temps aussi. On est très actifs, on est suractifs, on dort pas énormément. En revanche, je trouve qu'on arrive à allier vie perso, professionnelle et nos amis. Et voilà, donc je suis assez, parfois un peu fatiguée, mais très heureuse de ma vie. Je vais te poser la question qu'on a dû te poser 200 millions de fois. Comment on fait pour bosser avec son mari? Ouais, alors on savait pas si ça allait marcher. La première chose, mais puis on s'était dit, bah, si ça marche pas, on changera. Hein. Comment on fait? C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on bosse ensemble, mais on se voit très peu de la journée au bureau. On a chacun nos équipes, personne n'est géré par les deux. On a chacun nos projets, on a chacun notre environnement de travail. On n'est pas assis l'un en face de l'autre toute la journée. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Non, je te dis ça parce que moi, je suis associé avec ma sœur. Et à D'accord? l'époque, au tout début, à la suite d'un divorce, etc., on est retourné très, très peu chez mes parents, tous les deux, d'ailleurs, au même moment, à l'époque, en 91, je te dis, il y a longtemps. Et quand on se disputait à la maison, quand on se disputait au bureau, c'était compliqué de pouvoir se réconcilier, parce qu'à un moment, c'est la priorité est aux affaires quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais c'était déjà difficile. Mais par contre, ça fait quand même plus de 20 ans et il n'y a pas mieux, en fait. Parce qu'il y a une Exactement. confiance, il y a pas mieux. Quoi, ouais. J'allais te dire, quand ça marche, il n'y a pas mieux parce que tu Ah avances ouais. vraiment dans le même sens. Forcément, on est porté par les mêmes choses globalement, perso comme pro, Ouais. et il y a une confiance extraordinaire que tu ne peux pas avoir avec qui que ce soit d'autre à ce point. Donc ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis après, nous, on a aussi les enfants qui te permettent de couper. C'est-à-dire que comme ils sont encore petits, on a 3 petits, en fait, bah, ils en ont absolument rien à faire hein, de ce qu'on fait au boulot. Et donc, et tant mieux. Et donc, forcément, ça nous force aussi à couper. Là, on est à la maison et basta. Tu fais du sport? Ouais, j'étais extrêmement, ça c'est le truc où j'étais extrêmement sportive jeune, je le suis moins parce que j'ai moins de temps, mais je fais quand même 1 heure de tennis chaque semaine et en général 1 Ah heure oui, d'un autre. Ouais, j'ai gardé le comme moi. tennis, et Moi j'adore aussi, le ça. tennis aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Allez, on a parlé de légende sur le main corner. La deuxième légende, c'est il paraît que ton mari peut s'endormir en 15 secondes. Est-ce que c'est vrai? C'est extrêmement vrai et le pire c'est que c'est familial, c'est de Non, père en fils. C'est de père en fils. c'est beaucoup de chance. Ah oui, mais c'est beaucoup de chance pour lui, pour les gens qui l'accompagnent, c'est parfois un peu déroutant. Mais ce qui signifie que la veille du deal en 2016 ou en 2018, ou le lendemain du fait que votre entrepôt a pris l'eau, il dort quand même en 15 secondes, aucun problème. Ouais, c'est C'est super. incroyable. Moi, ça me fascine. Moi, je vais tourner en rond pendant 1 heure et demie et lui dort Ouais. depuis donc 1 heure et demie, quoi. Quelles sont les 2 ou 3 étapes de ta carrière qui t'a le plus marqué? Évidemment, la création de Men Corner, parce que c'est le début, c'est la première pierre. Ensuite, je pense que je vais pas réinventer le truc, mais c'est quand même l'association avec Olivier, avant même le Shop Invest, c'est le fait d'être deux. Je pense que ça nous a rendu beaucoup plus forts parce que d'être seul, c'est quand même dur et lourd à porter. Et puis deux dans une telle confiance et que quand ça marche, c'est fabuleux, ce qu'on disait. Et puis après le rachat de 3 Suisses.
Parce que si Olivier t'avait pas rejoint en 2011, tu serais peut-être allé plus lentement ou moins Ouais, vite ou de façon moins loin. certaine. Ouais, je suis Ouais. sûre que ça aurait été très différent. Est-ce que tu as des mentors? Alors, je sais que tu as travaillé avec Patrick Drahi. Oui. Alors, je pense que rien que lui, sûrement quelqu'un qui t'a marqué. Oui. Est-ce que tu as des mentors, des gens que tu admires? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai eu la chance que ce soit dans les deals quand j'étais en fond de faire un deal donc avec Patrick Drahi qui est juste extraordinairement inspirant. J'ai croisé d'autres gens qui sont moins connus, mais chez McKinsey, j'ai mon premier patron dans ma toute première mission, toute première boulot où maintenant il est investisseur chez nous et il m'a fait confiance tous les jours. Et quand j'ai été lever de l'argent et que j'ai été le voir, il m'a coupé au bout de 5 minutes. Il m'a dit, écoute, Karine, tu vendrais des chaussettes, je te suivrai quand même. Donc, dis-moi juste combien tu veux. Et c'est quand même génial comme relation. Et aujourd'hui encore, il nous suit et il nous aide. En tout cas, il nous fait une confiance extraordinaire depuis maintenant des années. J'ai aussi des modèles plus personnels. Moi, j'avais une grand-mère absolument fantastique qui continue à m'inspirer tous les jours, maintenant qui est décédée évidemment parce que voilà, mais qui continue à m'inspirer tous les jours, qui, je pense, c'est une grande partie de ce que je suis aujourd'hui grâce à elle. Donc voilà, oui, j'ai plusieurs modèles. Patrick Drahi, tu l'as revu? Oui. C'est quelqu'un de très, ouais. Je pense qu'il aime les entrepreneurs, il aime l'énergie et il a été toujours très accessible avec moi et très, on converse encore régulièrement. Tu te formes, tu lis, tu écoutes des podcasts, alors tu as 3 enfants, effectivement, tu as 11 boîtes, 3 enfants, donc un peu de tennis, ça laisse peu de temps. Mais est-ce que tu as quand même le temps de te former ou C'est ce que j'essaie de faire et c'est là où forcément j'aimerais avoir plus de temps. On essaie toujours d'avoir plus de temps. Pour moi, c'est la course contre la montre un peu tous les jours. Mais oui, évidemment et heureusement parce que sinon on serait pas non plus là où on est sans s'ouvrir à tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit globalement dans le monde, les nouveautés, l'innovation. Enfin, on est quand même dans le web, faut se réinventer tous les jours. Il y a plein d'exemples qui le montrent. Aujourd'hui, les boîtes, c'est aussi on parle souvent d'entreprises chewing-gum, mais il y a des boîtes qui sont tout en haut et 2 semaines après qui n'existent plus. Donc, heureusement, c'est indispensable. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais avoir encore plus de temps, mais c'est comme ça, on jongle. Dernière question, le podcast s'appelle La Combinaison. On décortique un peu la réussite et le parcours des gens que j'interviewe. Alors, finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Karine Schrenzel? C'est du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion. Et je vais rajouter quelque chose pour toi, spécialement que pour toi, ou de la pêche, parce que je trouve que tu as beaucoup de pêche. Ou c'est le tout, en fait. Écoute, je suis flattée d'abord. Merci. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, ça s'entend. C'est gentil. Non, franchement, il faut un mélange c'est vrai, de beaucoup de choses. Alors, je vais pas me jeter des fleurs, donc tous ces adjectifs sont super. Et je pense que c'est un mélange. Il faut quand même aussi, effectivement, de résilience, de courage, un peu de chance, et puis de la passion. Moi, c'est vrai que je suis passionnée dans tout ce que j'entreprends. Ça se voit. Et voilà, et dans le boulot, mais c'est vrai aussi, c'est vrai, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants à fond et j'écoute pas ce qui se passe sur mon téléphone et le boulot. J'essaie de me garder des temps où je suis passionnée dans tout ce que je fais jusqu'au bout, dans tout. Et donc, je pense que ça fait partie aussi de mon ADN. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Encore une fois, je le redis, pleine pêche. C'était super agréable. On n'a pas vu le temps passer, 1h30. Et merci beaucoup, Karine. Merci à toi, Frédéric. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous.
Partager sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.